Ce colloque est une très belle opportunité pour moi de retravailler sur le miroir, qui est mon thème de prédilection depuis 25 ans. Mais je vous rassure, je n'ai pas travaillé que sur ça, notamment lorsque j'étais sur les bancs de l'université Paris 8 à étudier les arts plastiques. Je vais faire une partage d'écran maintenant. Donc, je vais faire les va-et-vient euh, entre, entre le partage d'écran et ma communication. Donc, en parlant de Paris 8, je me souviens qu'une des premières choses qui m'a marquée lorsque j'étudiais, c'est le célèbre et incontournable aphorisme de Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. Il s'agit sans doute, me semble-t-il, du premier retournement de regard qui soit énoncé aussi explicitement. Duchamp explique que l'artiste seul ne suffit pas à créer une œuvre d'art, celle-ci nécessite la présence d'un spectateur. Dans Ingénieur du temps perdu, il confie à Pierre Cabane que l'œuvre d'art exige les deux pôles. Il y a le pôle de celui qui fait une œuvre et le pôle de celui qui la regarde. Je donne à celui qui la regarde autant d'importance qu'à celui qui l'a fait. Le spectateur n'est pas seulement celui qui donne existence à l'œuvre par son action de regarder, il devient, par l'entremise de son corps et de son interactivité, un médium, un matériau dramatique à part entière, par le truchement des surfaces réfléchissantes. En effet, en intégrant le spectateur au miroir, les artistes, à l'instar de Pistoletto, de Dan Graham ou Camillo Mattis, nous invitent à questionner, à repenser les rapports singuliers qu'entretiennent le spectateur à l'œuvre miroir et à la réversibilité de leur fonction. Comment être spectateur lorsqu'on est transformé en objet d'exposition? Comment le fait d'être vu en train de voir affecte-t-il le statut du spectateur? Ce sont précisément les figures agissantes du retournement qui constituent le fil rouge de ma communication. Le passif devient actif, le regardé devient regardant. J'étudierai en particulier les différentes formes de retournement spéculaire en m'attachant aux œuvres miroirs qui participent au déconditionnement de la vision perspective comme science du regard pour reprendre le titre de l'ouvrage de Philippe Amour. Parallèlement, je m'intéresserai aux transformations du regard à l'époque du numérique et de la société de la transparence. Parce qu'ils transforment notre rapport à l'espace muséal, les œuvres miroirs constituent également un laboratoire de l'espace public. Pris au singulier, l'espace public renvoie dans le vocable de la philosophie politique au lieu du débat où les opinions peuvent se confronter, mais également à une pratique démocratique où les divers points de vue peuvent circuler. Je m'attacherai ici donc aux œuvres qui cristallisent les mutations de l'espace public, qui modifient le regard qu'on porte sur soi et sur l'autre, en somme, au miroir symptomatique qui questionne les bouleversements de notre société. Depuis les années 60, le miroir médium est très présent dans l'art contemporain. Moins, je dirais, comme reflet fidèle des apparences, que modalité critique de notre société dominée par la tyrannie du visible. En intégrant le spectateur à l'œuvre, ce qui brouille les frontières entre réalité et fiction, l'artiste déconstruit la traditionnelle métaphore du miroir comme réceptacle passif du réel. Le miroir médium requiert non seulement la participation du spectateur pour que l'œuvre s'active, il lui permet de prendre conscience également de l'acte de voir. Je pense aux différents tableaux, de tableaux miroirs de Pistoletto réalisés dans les années 60, 70, 80, en particulier la dessinatrice. Et je vais vous faire un partage d'écran pour que nous voyions ensemble l'œuvre. Alors, cette œuvre, ce tableau miroir, La dessinatrice, qui date de 1975, est pour moi
exemplaire de cette expérience d'être regardé par l'œuvre. Celle-ci est composée de deux plaques de miroir en acier poli. Celle de gauche montre la sérigraphie d'une femme en train d'esquisser un dessin qui reste inaccessible à notre regard. La plaque de droite est vierge de toute image. Lorsqu'il est réfléchi dans le miroir de droite, le spectateur devient, qu'il le veuille ou non, un modèle pour la dessinatrice. Il occupe une position de regardeur regardé et ce faisant, il devient l'œuvre à la fois pour la dessinatrice et pour les visiteurs du musée. Toutefois, à la différence de l'image sérigraphiée, le spectateur est libre de ses mouvements, en choisissant de rester ou de disparaître du champ réflexif. À chacun de ces déplacements, le reflet confère une signification nouvelle à l'œuvre. La dessinatrice mêle la fiction et la réalité. Le spectateur est dans l'espace de vie quand il bouge. En revanche, il est dans l'espace de fiction lorsqu'il se fige sous le regard de la dessinatrice. Il est exposé à tous les regards. Par le jeu du redoublement, il devient acteur de l'œuvre. Il ne voit plus seulement devant lui, mais autour de lui. Le miroir est un médium qui ouvre plusieurs perspectives, au sens propre comme au sens figuré. Son rôle est d'être un opérateur d'échange entre le spectateur et son environnement. C'est pourquoi, contrairement à la perspective d'Alberti, qui construit un seul point de vue et assigne au spectateur une place fixe dont il ne peut s'éloigner sans quitter l'œuvre, les tableaux miroirs, à l'instar de la dessinatrice que nous avons vue tout à l'heure, s'ouvrent au monde et offrent différentes possibilités. Grâce au reflet, le regard peut voir ce qui se passe non seulement devant lui, mais aussi derrière lui. La perspective s'ouvre donc des deux côtés. Les tableaux miroirs ne sont plus des surfaces de représentation statique, mais des œuvres vivantes qui font pénétrer le spectateur dans une scène dont il tient le rôle principal. Si le miroir est un médium de prédilection pour Pistoletto, c'est parce qu'il lui permet de travailler le regard comme un matériau artistique, je dirais à part entière, en jouant de la théâtralité des surfaces réfléchissantes. Cette théâtralité est d'autant plus saisissante lorsqu'elle s'accompagne d'une performance de l'artiste lui-même. Je pense notamment à la performance qu'il a donnée à la Havane au Cuba en mai 2015 lors de la réalisation de son œuvre 13 Less One. Donc, je vais à nouveau faire un partage d'écran.
dans cette performance à l'œuvre, dans une ancienne bâtisse religieuse que vous n'avez pas pu voir au moment où je vous ai montré la vidéo, le public est invité à s'asseoir comme au théâtre. Il est placé face à de grands miroirs encadrés qui font à la fois décor et tableau. Le spectacle est annoncé par un prélude musical avant que Pistoletto n'entre en scène pour s'attaquer au miroir à coups de masse. L'articulation entre le public et l'artiste est indispensable pour que l'œuvre soit activée, pour que les spectateurs vivent une expérience esthétique, occupant à la fois les positions d'observateurs et de participants. Ils deviennent même spectacles, voire les spectateurs de leur propre spectacle. Le spectacle apparaît alors tout entier réversible. En effet, les miroirs troublent la perception de l'espace qu'ont les spectateurs dans ce jeu de renvoi d'avant en arrière, d'envers en endroit. Les frontières finissent par s'estomper entre le spectateur et l'artiste, entre l'œuvre et le lieu, entre le réel et le virtuel. Dans la scénographie de Rolia des regards, il y a un avant et un après des miroirs cassés. Avant qu'ils ne soient brisés, les miroirs agissent comme un déclencheur, un catalyseur des réactions des uns et des autres. À titre d'exemple, lorsqu'un spectateur en regarde un autre, il s'aperçoit qu'il est regardé à son tour par son voisin. Or, ce croisement des regards se fait non pas directement, mais à travers les reflets. Ce retournement spéculaire transforme ainsi le statut du spectateur en le mettant en situation d'être vu en train de voir. En occupant une position de regardeur regardé, il participe au devenir de l'œuvre puisqu'il fait partie intégrante du processus de création de The 13 Less One. Les différents états spectatoriels se complexifient lorsque les réflexions parfaites des miroirs vont voler en éclats sous les coups de masse de Pistoletto. Tout est fragmenté, aussi bien l'image du spectateur que l'espace dans lequel il évolue. La réalité perçue en est perturbée et déconstruite, accentuée par les sons des bris de verre. La performance The 13 Less One, dont le titre renvoie aux 13 miroirs dont l'un reste intact, s'achève sur des tableaux semi-réfléchissants, semi-abstraits. En effet, à l'endroit où la glace est brisée, apparaissent des surfaces, des grands aplats de couleurs bleues, vert, jaune, pâle, mauve, etc., qui se réfléchissent les uns d'entre les autres. Et on voit à la fin de l'extrait vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, on voit qu'en fin de performance, lorsque Pistoletto se retire de la scène, le public est invité à descendre des gradins pour venir contempler les tableaux miroirs à la fois mi-réflexifs, mi-peinture. 13 Less One est un théâtre visible et sonore qui nous invite également à réfléchir sur l'art lui-même. Du point de vue de la réflexivité en art, les brisures du miroir montrent les limites de l'esthétique albertienne, selon laquelle le tableau est une fenêtre miroir qui renverrait l'image du réel à la fois claire et mimétique. Ce que donne à voir Pistoletto, c'est donc la remise en question d'une conception rationaliste et positiviste du monde telle qu'elle a été instaurée depuis la Renaissance, Alberti ayant érigé le miroir plan comme la métaphore du tableau et l'emblème de la perspective linéaire. En ce sens, la brisure révèle aussi la fin de l'époque de la perspective. La fin ne signifie pas pour autant que l'appareil de la perspective n'existe plus aujourd'hui, mais qu'il tendrait vers son achèvement, son aboutissement, ou qu'il deviendrait secondaire par rapport à l'instauration d'une autre époque, celle de l'appareil numérique en cette fin du XXe et début du XXIe siècle. Je vous fais à nouveau un partage d'écran. Dans son livre « L'époque des appareils », publié en 2004, Jean-Louis Déotte emploie le terme « époque » pour définir un changement de la pensée, du mode de regard, car pour lui, une nouvelle manière d'être au monde est toujours déterminée par un appareil.
L'appareil, notion que Jean-Louis Dehotte a empruntée à Walter Benjamin et à Jean-François Lyotard, est entendu comme une technique qui fait apparaître l'événement, qui influence fortement nos valeurs, nos conceptions et nos manières d'être. Aussi, l'exemple par excellence est l'époque de l'appareil perspectif, édifié principalement par Brunelleschi et Alberti. En démontrant les lois de la perspective linéaire, dont le miroir plan est constitutif, ils ont non seulement inventé un nouveau procédé de connaissance du monde par l'objectivation scientifique des phénomènes et des corps, mais ils ont fait surgir une nouvelle détermination du cogito, un nouveau mode de la temporalité, l'instant, comme découpe dans un continuum temporel unifié et homogène. Notons également que les appareils de format analogique, à l'instar de la caméra obscura, de la photographie ou de la vidéo, qui sont d'essence projective, participent de l'époque de l'appareil perspective. Aujourd'hui, notre époque du virtuel s'ouvre sur une autre surface d'inscription et une nouvelle ère temporelle qui ne s'accorde plus avec le temps astronomique. Ces appareils projectifs sont remis en question. Certes, les images numériques sont en apparence semblables à celles des appareils de reproduction classique, mais elles n'en sont pas moins d'essence différente. Dans un monde de clones numériques et du Web 2.0, la distinction essentielle porte sur la disparition de la valeur ontologique, modifiant ainsi notre rapport au sensible et à l'être ensemble, dont à ce jour nous ne pouvons évaluer tous les enjeux et transformations. Toutefois, les travaux récents de Bernard Harcourt et de Byung-Chul Han, pour ne citer que deux, donnent un aperçu du changement de paradigme avec les technologies numériques. Le Web 2.0, les réseaux sociaux, modifient nos perceptions du monde, nous faisant basculer dans un régime scopique à la fois amplifié et permanent. Dans son livre « La société d'exposition », Bernard Harcourt définit notre société numérique comme celle de l'exposition. Notre désir et notre plaisir de s'exposer sont plus forts, plus intenses que notre peur d'être surveillés. Pour lui, nous nous exposons constamment aux yeux de tous et nous regardons les uns et les autres à travers la vitre virtuelle de nos écrans et des réseaux sociaux numériques. Il dit ceci: beaucoup d'entre nous s'exposent et en nous exposant ainsi, il devient facile, tentant et très bon marché de nous observer, de nous surveiller et de nous cibler, mais aussi bien de nous pister, de nous mettre en détention et pour certains, de nous extorquer des informations et de nous punir. Nous nous rendons pratiquement transparents aux yeux de tous et ce faisant, nous nous laissons façonner comme jamais auparavant, que nous voulions ou non, que nous ayons conscience ou non. Pour penser notre servitude volontaire à l'aune de la surveillance numérique, qui s'inspire de Michel Foucault et de son fameux ouvrage « Surveiller et punir », Bernard Harcourt choisit le pavillon de verre de Dan Graham, en particulier Hedge Two-Way Mirror Walkabout, comme emblème de notre société de la transparence numérique. Pour lui, cette installation, et je cite Dan Graham, il dit que c'est un espace ludique où l'on se sent à l'aise, où nous sommes disposés à mettre en scène nos identités et nos traces numériques, à créer un espace pour notre plaisir, notre divertissement et notre activité productive tout en nous exposant au regard des autres et bien entendu aux nôtres. Je fais juste une petite précision, une modification. En fait, cette citation que je viens de le faire est de Harcourt parlant du pavillon de verre de Dan Graham, Hedge Two-Way Mirror Walkabout. Donc, je vais vous faire à nouveau un partage d'écran pour vous montrer un petit vidéo de 2 minutes et demie. Donc, pour les organisateurs, organisatrices, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu 40 minutes d'intervention et 5 minutes de vidéo, mais je finirai en temps et en heure. Dan Graham for Dan Graham Studio. To leave a message. The place is for people to relax and look at the treetops of New York. All my work is urbanist, a combination of Mies van der Rohe's
temporary pavilion, Barcelona, and also in cities, you have these temporary pavilions, bus shelters, and telephone booths. So it's urban furniture. My work has a lot to do with how it's being used, what the museum wants or the client wants. So if I do things for a family, I'll find out if it's in their backyard, I find out how it's going to be used for picnics, for barbecue pits, things like that. So in that way, I'm like an architect. I want to satisfy the client. I'm using two-way mirror glass, which is normally used in corporations as one-way mirror. It was first introduced during the Jimmy Carter period because America began the ecology movement. The idea was to cut down fuel costs. So two-way mirror was used in hot climates like Los Angeles, so the sun reflects on the reflective side and it cuts down air conditioning costs inside. But then it became surveillance because you can look inside, you can see outside without being seen, and vice versa. So I created a heterotopia where it's both transparent and reflective and always changing. It's also a piece where children can interact. On the side, which is concave, boys can see themselves as Superman. Boys do this, right? They want to show they have muscles. I was very bad with girls, so I had an astronomy club. My father and I made a telescope. I took them to observatory in Princeton, and I taught them about the stars. Of course, women chase after me. I'm very shy. Donc, Hedge Two-Way Mirror Walkabout s'inscrit dans la lignée de plusieurs pavillons de verre de Dan Graham, à l'instar de Funhouse for Munster en 1997 ou de Two-Way Mirror Cylinder Inside Cube qu'il a réalisé pour le toit du Dia Center de New York dans les années 80-90. Il dit ceci: « Tous mes pavillons en miroir sans teint ont un rapport avec des formes architecturales et avec des sensations sculpturales, haptiques et visuelles, optiques. » Hedge Two-Way Mirror Walkabout invite les spectateurs à voir leur reflet à travers les surfaces réfléchissantes mi-transparentes, tout en regardant les autres, tout en exposant son corps aux yeux de tout un chacun. Certains photographient les autres se regardant, d'autres se prennent en selfie, complexifiant ainsi le jeu des regards et des réflexions qui créent, pour reprendre les mots de Dan Graham, des sentiments d'inclusion et d'exclusion entraînant une distanciation psychologique dérangeante. Par ailleurs, les surfaces convexes ou concaves des miroirs sans teint déforment la perception des corps. Les spectateurs voient leurs images tantôt grossissantes, tantôt allongées. Ce que cherche l'artiste, c'est, et je le cite, c'est une dialectique entre la perception de soi et celle des autres qui rend le spectateur attentif à son corps de sujet percevant, isolé du public. C'est l'inverse de l'habituel effacement du moi du spectateur qui regarde une œuvre d'art traditionnelle où le moi se projette mentalement sur le sujet de l'œuvre dans un mécanisme d'identification. Mais Sculpture Pavillon attire l'attention du spectateur qui devient le sujet de l'œuvre. Si Dan Graham incite à nous déprendre de nos certitudes et nos habitudes sensorielles, en travaillant aussi sur l'aspect ludique, à travers ces pavillons de verre, Bernard Harcourt les voit au contraire comme la métaphore de notre société d'exposition où l'on se montre et l'on se regarde être regardé. Pour le philosophe, les pavillons de verre actualisent la puissance du leurre, du simulacre, rendant difficile la distinction entre le réel et le virtuel, tant les reflets et les espaces environnants fusionnent, tant le regard de soi et des autres se superposent. Dans cette pulsion scopique, le spectateur est à la fois objet et sujet de l'exposition, voyeur et exhibitionniste. Il participe de lui-même au regard omnivoyant qui transforme notre société du spectacle en société de surveillance, pour paraphraser Guy Debord et Michel Foucault. Ainsi, le pavillon de Dan Graham est perçu par Bernard Harcourt comme une prison de verre numérique à laquelle nous contribuons en renonçant à notre liberté, en acceptant les dérives sécuritaires. Dans la dernière partie de ma communication,
J'aimerais analyser une œuvre miroir de Camilo Matisse, d'origine colombienne, qui s'intitule Take a Selfie, Fake a Life, qui interroge la spectatorialisation permanente ou la surexposition de soi dans notre société de la transparence, pour reprendre le titre d'un essai de Byung-Chul Han. Dans le prolongement des travaux de Michel Foucault et de Bernard Harcourt, Byung-Chul Han considère que nous changeons de paradigme avec l'époque du numérique et des réseaux sociaux. Notre époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, est déterminée par la domination de la transparence, tant dans les sphères publiques que privées. Au risque d'être invisible et donc suspect, le mot d'ordre serait de nous rendre de plus en plus visibles, de plus en plus transparents, où l'exposition de soi va de pair avec une société de l'aveu, du dénuement et du narcissisme. Je rappelle que Byung-Chul Han définit le narcissisme comme l'expression de l'intimité avec soi-même sans distance, c'est-à-dire de l'absence de distance avec soi-même. Cette absence de recul ou ce manque de travail d'introspection avec soi sont toutefois préférables à la frénésie de toujours moins en images. L'engouement pour les selfies dans notre société en est l'un des symptômes des plus caractéristiques. En effet, les selfies participent à un supermarché de célébrités dont Kim Kardashian est la figure emblématique. À titre d'exemple, son livre Selfish est consacré à ses autoportraits et publié par la prestigieuse maison Rizzoli de New York. Et la réédition en 2016 avec comme ajout un petit autocollant More Me, cette formule plus de moi, plus moi, interroge sur le fait que la série ou le surnombre d'autoportraits nous conduirait à une meilleure connaissance du sujet. Pour contrer les pouvoirs de marchandisation des selfies, comme à la virtualisation des relations, l'artiste Camilo Matisse rend subversive la fonction du miroir. Et je vous fais un dernier partage d'écran pour vous montrer son œuvre Take a Selfie, Fake a Life. Donc, c'est dans la pénombre que le spectateur fait face à un miroir dont l'enjeu n'est pas tant son propre reflet, puisqu'il ne voit que son reflet d'ombre dans tel un fantôme, le décalage entre les mots et les significations. On peut lire la phrase de néon Take a Selfie en néon qui est suspendue au plafond juste en face du miroir. Cette invitation à faire son selfie s'accompagne d'un leurre puisque le reflet donne à lire Fake a Life, prétendez une vie, simulez une vie. Cette installation de néon Take a Selfie, Fake a Life ne pourrait être plus acerbe, tant les selfies seraient une tentative désespérée de capter un regard qui voit. Ces êtres n'existeraient que dans les moments où ils s'éprouvent comme étant regardés, dans une surenchère en boucle sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou récemment TikTok. Et Agathe Lichtenstein, qui vient de soutenir sa thèse de doctorat qui s'intitule L'esthétique de l'autoreprésentation conversationnelle sur les réseaux sociaux numériques, qu'elle a soutenu en janvier de cette année à Paris 8, elle écrit ceci: avec l'exposition de soi telle qu'elle est encouragée et promulguée par le selfie, nous aurions troqué la possibilité d'être son propre visage contre la forme impérative d'être notre propre image. Take a selfie est la forme impérative en anglais. Enfin, le spectateur a affaire à un fake miroir. Non seulement les mots ne sont pas inversés dans la surface spéculaire, mais ils ne se correspondent en rien. En effet, l'artiste déforme ou ajoute quelques lettres pour détourner le sens des phrases. Il a repris le même procédé pour d'autres miroirs, comme not here devient here, c'est-à-dire pas ici, ici. You are a star, vous êtes une star, devient you bastard, vous êtes un bâtard. I love you, donc je vous aime, devient I'm over you, j'ai tourné la page. L'artiste joue du double langage, du décalage voulu entre le signifiant et le signifié, au sens de désaccord ou de rupture entre image, sens, expression et pensée. Il souligne la rupture ou la non-réconciliation entre le visible et le lisible, entre le fantasme et le principe de réalité. Les fake mirrors de Camilo Matisse sont empreints d'une humour ironique qui témoigne d'un goût prononcé pour le paradoxe et l'ambivalence.
L'ironie pratiquée par des artistes contemporains comme Camillo Martis renoue, me semble-t-il, avec certaines préoccupations des romantiques allemands, dont Friedrich Schlegel qui a théorisé l'ironie dans Fragments philosophiques. Ce dernier souligne que le paradoxe permet de maintenir en mouvement la dialectique de l'ironie. Il était, comme les autres romantiques, à l'instar de Novalis, très attentif aux bouleversements de leur époque, à l'émergence d'une nouvelle conception du sujet où l'homme ne se perçoit plus comme unité homogène. Donc, cette cogito brisée était déjà en germe, je dirais, à l'époque romantique. Pour eux, l'ironie est une nouvelle posture qui passe par le dédoublement intérieur et la mise à distance des sentiments, en privilégiant les paradoxes et les ambivalences. Si l'ironie postmoderne fait l'éloge de la multiplicité, de l'aléatoire et du contingent, alors le miroir contemporain apparaît comme la métaphore privilégiée. Les artistes aujourd'hui ne font pas seulement que reprendre les principes des romantiques allemands, ils vont jusqu'à les mettre en acte en incluant le spectateur dans les surfaces réfléchissantes. Dans cette phénoménologie active, le spectateur devient à la fois objet et sujet. Il est sommé de compléter le dispositif imaginé par l'artiste, d'y collaborer, d'aiguiser son sens critique, comme le souligne Olafur Eliasson, un autre artiste important de la scène contemporaine qui travaille avec les miroirs. Il déclare ceci, je cite, « Notre capacité à nous voir en train de voir ou à nous voir nous-mêmes comme un tiers ou réellement sortir de nous-mêmes et voir l'ensemble des dispositifs avec l'artefact, le sujet et l'objet nous permet de nous critiquer. C'est le but ultime, donner au sujet une position critique ou la capacité de critiquer sa propre position dans cette perspective. Ainsi, le doute et l'ironie deviennent, par leur caractère transgressif, des forces subversives et ludiques. Le spectateur, dans le déguisement du visible, l'ironie apparaît comme une figure esthétique et éthique qui révèle l'érosion du sens et la scission de l'être. Pour conclure, nous vivons aujourd'hui, depuis quelques décennies, une période charnière. Le passage d'une époque à l'autre, de la perspective au numérique, d'une société à une autre, du spectacle à l'exposition et de la transparence, d'un régime d'image à un autre, de l'analogie au numérique, conditionnant profondément la manière d'être au monde et le vivre ensemble. La tyrannie du visible entraîne la domination du présentisme entendu comme un présent omniprésent. Pour François Hartog, l'homme contemporain semble enfermé dans le régime d'historicité du présent. Ce dernier ne peut ni se référer à un passé glorieux, ni se projeter dans un avenir depuis la fin des utopies et l'absence de repères spirituels. Le futur apparaît comme menaçant à l'épreuve des guerres, des violences à répétition et de l'évolution non maîtrisée des biotechnologies. Face au temps désorienté, le sujet fait l'expérience déroutante de ne pouvoir se réfugier que dans un présent perpétuel. Et je cite François Hartog qui dit ceci, « C'est pourquoi le présent semble dilaté, chargé de sa double dette envers le passé comme de l'avenir. Le temps est aussi guetté par l'entropie, l'instant, l'éphémère, l'immédiateté, le hap et l'amnésie seule peut être son lot. Comme les perspectives semblent indéfinies et mouvantes, l'avenir est souvent perçu comme une accélération, un changement perpétuel. C'est pourquoi la tâche de l'artiste, à mon sens, serait moins de dévoiler ou de percer à jour ce qui est derrière les apparences trompeuses des choses, que de célébrer, d'encourager les masques et les rapports ambigus, voire paradoxaux, entre l'être et le paraître, entre leur perception du réel et le monde. Car aujourd'hui, le moi n'est pas un tout homogène, mais fragmenté,
et multipliés. Les œuvres miroirs de Michelangelo Pistoletto, de Dan Graham, de Camillo Mastis, pour ne citer que quelques-uns, participent au déconditionnement de la vision. Ils incitent à nous déprendre de nos certitudes à travers les reflets fragmentés, déformés, vides ou spectraux. La visée de l'art, je pense en particulier à la visée de l'art contemporain, est avant tout de restituer notre incapacité à bien voir, voire notre incrédulité. Et je finirai sur Milan Kundera qui nous invite à la sagesse de l'incertitude. Merci.